tenable. Ok, je coupe les petits mots d'alerte. Voir. Hop. Donc notre bébé, maintenant, il a compris comment il fallait s'engager. Donc il va commencer, il a bien fléchi sa tête là pour montrer vraiment les petites dimensions possibles au bassin. La poche, avec la pression, elle se rompt, soit elle s'est déjà rompue il n'y a pas longtemps, soit elle finit de se rompre maintenant. Et ce bébé, il va effectivement descendre à chaque contraction. Vous allez sentir que dans le rectum, ça appuie, vous avez envie de faire caca. C'est plutôt des bons signes, des bonnes sensations. Nous, en tant que sage-femme, on aime ça. Surtout si vous avez des petits proutes incontrôlés. Là, c'est péridurale, vous ne pourrez pas retenir votre petit prout. Si vous êtes en train d'accoucher sans péri non plus, d'ailleurs, de toute façon, ce sera la dernière de vos préoccupations. Donc, c'est ça très bien. Des fois, vous avez des aussi, des renvois, des espèces immonde que vous ne feriez pas d'habitude. Promis, c'est le diaphragme, des fois, ça remonte comme ça. Et il peut y avoir des vomissements aussi un peu dans le travail. Soit parce qu'effectivement, la puissance est telle que ça remonte, soit au contraire, le bébé est des fois pas très bien fléchi. Et en fait, il paraît qu'il y a quelque chose de mécanique, de réflexe. Quand on vomit, le diaphragme remonte et du coup, ça aspire un peu les organes de l'abdomen, quoi. Et donc, ça va nous attirer le bébé vers le haut, ça va lui donner un petit peu de place. Hop, il va finir de se fléchir bien, et après la contraction suivante, il sera bien fléchi. Et il paraît qu'il y a 100 ans, machin, dans les manuels d'obstétrique, on disait carrément aux sages-femmes, enfin aux matrones, hein, il n'y avait pas de formation, et hop, on mettait les doigts pour faire vomir la dame, pour être sûr qu'il soit bien positionné. Un peu extrême, hein, mais c'est connu en tout cas, que les vomissements sont naturels. Alors, il y a deux raisons aussi pour accoucher. Soit effectivement, c'est le bébé pas bien placé, ça l'aide à se placer. Soit juste, vous êtes tellement shooté à vos endorphines, il y a des gens qui tolèrent mal la morphine, que ça fait dégueuler. Et ben des fois, c'est ça, c'est votre morphine naturelle ou l'ocytocine tellement puissante qui fait que ça vous fait dégueuler ou trembler aussi. Hein, ne serait-ce que ça c'est plus l'ocytocine qui fait trembler. Donc voilà, pareil, on n'accroche sur rien, tant pis on se vexe pas, votre corps il fait ce qu'il a à faire. Voilà. Bah, il y a la bile, ouais, alors la fois que vous avez bu. Ouais, souvent, c'est pas un vomissement très agréable. C'est pas non plus parce que vous étiez bourré. Donc celui-là, vous allez vous en souvenir un petit peu quand même. Il brûle un peu. Donc notre bébé, il s'engage avec sa tête effectivement dans le bon sens. Et après, il va falloir qu'il y ait les épaules qui s'engagent. Alors déjà, il faut qu'ici, vous voyez ici, il y a un petit seuil un peu plus étroit. Là, on a des petits renfoncements là, comme ça dans le bassin. Donc du coup, ce bébé, à un moment donné, il va falloir qu'il passe ça. Donc il rentre plus ou moins tranquillement selon sa diagonale. Il faut qu'il soit bien fléchi. Il va se confronter avec sa tête aux os du bassin, aux ligaments, aux muscles, à tout le périnée qui peut y avoir, toute la tripe, toute la viande qu'il y a là-dedans. Et effectivement, il va faire une petite rotation. Parce que vous voyez bien que votre vulve, après, elle est verticale hein, à la sortie. Donc votre bébé, il va rentrer comme ça et il va sortir comme ça. Donc ça, c'est le plan le plus sympa. Hop, petite rotation. Soit votre bébé, il s'est collé à l'envers au départ, donc plutôt, je vais faire avec votre main. Il s'est collé à l'envers au départ, il va devoir faire sa grande rotation pour sortir, parce que je vous ai dit, il y en a à peu près un quart qui sont encore au début du travail comme ça, mais il n'y en a que 4% qui sortent complètement en arrière. Voilà, ils font leur petite rotation, mais par l'arrière. Cela, bah, ok, ça veut dire aussi que le bassin de la maman était suffisamment grand par rapport à la taille du bébé pour que finalement il passe en arrière et qu'on ne s'en rende pas compte à aucun moment. Mais la plupart du temps, tout cela, ils vont devoir faire la méga rotation. Et donc, du coup, généralement, ils attendent de se confronter aux os et aux tissus périnéaux pour faire leur rotation comme ça dans le bassin. Donc, c'est un peu plus casse-pied. D'où le fait que le travail soit un peu plus long. Hein. Le col est un peu moins bien stimulé parce que c'est vraiment, c'est l'arrière de la tête. Souvent, ça vous donne envie de faire caca très très tôt pendant le travail. C'est des situations qui sont pas très agréables pour personne. Hein, parce que c'est vraiment plus long. Donc, les sensations d'aller à la selle, elles sont bonnes. Vous les gardez, vous ne retenez rien. Voire même si vous avez envie d'encourager, de pousser par-dessus, généralement, c'est plutôt bon signe. Vous pouvez y aller et ça va effectivement renforcer la contraction et la puissance. Vous vous épuisez pas non plus. Si vous n'avez pas envie de pousser, vous ne poussez pas. Hein. Le réflexe expulsif, quelque chose qu'on lit un petit peu sur internet, machin, dans quelques bouquins aussi. Ça donne très envie. Hein. C'est genre vraiment, vous n'avez pas besoin de pousser et puis d'un coup, ça pousse très très fort pour vous. Vous hurlez un bon coup et ça sort. Ouais, vous n'avez même pas l'impression de pousser et ça sort. C'est très très tardif ça. Hein. C'est vraiment, et encore c'est même pas toutes les femmes. C'est vraiment quand la peau du périnée est très distendue que d'un coup on a vraiment très envie de pousser. On peut pas réfréner ça. De toute façon, l'envie de pousser, elle est naturelle. On peut pas retenir. Mais du coup, soyez pas déçus si à aucun moment vous ressentez cette envie irrépressible de pousser, parce que ça n'arrive pas chez tout le monde. Je pense qu'il y a une histoire de confrontation. Hein. Si le bébé il est plutôt 3 kg, 3 kg 2, alors vous avez un bassin qui est capable de mettre au monde des bébés de 4 kg 2, bah, à aucun moment il va vraiment se confronter au truc et il va étirer les tissus pour que vous ayez ce réflexe de pousser. Hein. Donc des fois, effectivement, vous sentez que c'est le bon moment, vous avez la tête à la vulve et que vous pouvez en rajouter, mais en vrai, ça vous donne pas vraiment envie de pousser si vous n'avez pas envie, vous ne feriez pas. Quoi.
Donc tout ça, c'est des bonnes sensations. Quand le bébé il descend, il descend, il descend, il y a ce passage un peu plus étroit. Là, au lieu d'avoir mal aux fesses et avoir envie, ouais, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il va sortir par derrière, au lieu de le sentir qu'au début, ou enfin que pendant une partie de la contraction, vous allez le sentir tout le temps. Ça veut dire que cette fois-ci, il est vraiment dans le bassin en permanence. C'est pas juste il descend un peu puis il remonte, il descend un peu, il remonte. Là, cette fois-ci, il a vraiment bien descendu et il remonte plus beaucoup. Et donc, il est tout le temps un peu dans votre bassin. C'est toujours comme ça, hein. C'est toujours des allers-retours. Je descends un peu, je reviens, je descends un peu, je reviens. Et à chaque fois, je descends un petit peu moins et surtout, je descends un petit peu plus que la fois d'avant. Ici, quand il arrive là, avec le plus grand diamètre de sa tête, hein, généralement, quand on regarde à la vulve, ben, dès qu'on écarte, pouf, on voit les cheveux juste derrière. Enfin, le bébé, il est une phalange derrière la vulve, là. Ça, c'est nickel. Souvent, c'est ce moment-là qu'on attend pour vous installer et vous faire pousser. Mesdames qui accoucheront en maternité, généralement, il y a Josiane qui va dans le couloir. Je m'installe au 2 qui prévient qu'elle ne sera pas dispo, que c'est pas la peine de l'appeler et que si jamais, il faut surveiller un petit peu le rythme de ses autres patientes et de dire, écoute, si tu vois que je ne suis pas ressortie dans tant de temps, c'est qu'il faut peut-être passer une PET. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin du gynéco, du pédiatre ou quoi que ce soit? Souvent, il y a cette espèce de code. Alors, c'est quoi ça veut dire s'installer? Alors, moi, à la maison, il n'y aura pas tout ça. Hein. Déjà, je serai toute seule. Puis surtout, généralement, je ne vous mets pas en position, quoi. Vous restez là où vous étiez bien. Sauf si vraiment je sens qu'il y a un blocage et que j'ai besoin de vous dire, écoute, tu veux pas essayer ça, ou juste change. Et des fois, oui, je me mets comment? M'en fous, démerde-toi. Et généralement, vous changez, vous êtes bien, et c'est là que ça sort bien. Voilà, c'est vraiment quand je vous dis laissez faire votre corps, c'est démerde-toi, démerde-toi avec ton corps. Moi, je sais pas où sont les sensations, c'est toi qui sais le mieux. Et donc, du coup, nos patientes en mater, souvent, c'est quand même position gynécologique. Donc, c'est à vous un peu soit de faire en sorte que vous ne soyez imbougeable à la fin, parce que ça fait mal, j'en peux plus, je ne bougerai pas. Vous n'arriverez pas à vous retourner, ou alors, si les contractions, il faut qu'elles s'enchaînent, hein, parce que si vous êtes pendant la pause, là, c'est malheureusement, ils pourront vous retourner. Mais voilà, souvent, ils vous normalement, ils sont censés respecter. Oui, c'est ça. Non, c'est la femme qui accouche, c'est pas eux, quoi. C'est pas eux qui vous accouchent. Sauf s'il devait y avoir besoin d'intervenir, quoi. Tout ce qui va être ventouse, forceps, intervention par voie basse, oui, ça se fait sur le dos, parce que c'est comme ça qu'ils ont les repères. Mais en fait, si vous accouchez sur le dos dès le départ, vous avez plus de chances d'avoir besoin d'une ventouse, d'un forceps aussi, y compris sans péridurale. Ça, c'est moins gros. Autant la ventouse, je pense que c'est très désagréable, mais ça peut se faire. Autant un forceps sans péri, je pense que c'est affreux. Dans ce cas-là, je pense qu'à mon avis, ils se disent, ok, de toute façon, il sort pas, si on a le temps, on pique une rachis-anesthésie dans le dos, en 5 minutes, vous êtes super endormi, et après, on fait notre forceps. Hein. Franchement, avoir ça, les grandes cuillères à salade, là, qui se mettent sur la tête du bébé, là, ici, là, hop, alors on les met comme ça, gentiment, machin, dans le périnée. Mais après, effectivement, c'est relié par une barre, et on tracte sur la barre, hein, quand même. Hein. Donc, ouais, c'est un peu barbare. Pour le coup, moi, ça m'a toujours mis les walkers, les forceps que j'ai vus, jusqu'à ce que j'ai vu enfin un mec qui savait faire un forceps. Il descendait le bébé jusqu'à ce qu'il soit comme ça à la vulve, là, donc comme par voie basse. Quand il est là, il enlève ses cuillères à salade gentiment, et derrière, l'accouchement se termine normalement, et là, périnée intact. Cool, putain, enfin un mec qui ne fait pas une boucherie. Mais il tire quasiment jusqu'à la fin, et du coup, effectivement, il y a un moment donné où on se retrouve avec la vulve ouverte comme ça et comme ça, puisqu'il y a la tête du bébé la tête du bébé verticalement. Ouais, vous faites tout net, c'est pas possible, y compris en visio, oh là là. Mais voilà, effectivement, c'est assez crade et souvent ils disent, ouais, mais on va pas risquer la méga déchirure sur le périnée, donc on va faire une épisiotomie, le fameux petit coup de ciseau en diagonale. Et donc, généralement, c'est des fessectomies, quoi. On dit, voilà. Non, là, je suis en train de vous dégoûter, on va revenir sur le côté glam après. Mais voilà, ça, c'est quand le mec, il maîtrise pas. Alors, je vous raconte tout ça dans ce détail-là parce qu'en fait, en Auvergne, ça arrive rarement, très rarement, parce que les gestes se transmettent de médecin à médecin, en fait. Ils se forment entre eux, ils restent dans les mêmes régions. Donc, du coup, on est quand même dans des régions un peu spécifiques. Ici, on est une région à ventouse, qui c'est moins invasif et pour la maman et pour le bébé. Et en Ile-de-France, ils sont une région très à forceps, par exemple. Il y a un troisième instrument qui s'appelle la spatule. C'est pareil, c'est un peu les cuillères à salade à nouveau sur le visage du bébé, mais elles ne sont pas tractées ensemble, elles ne sont pas reliées. Donc, du coup, on peut manier un peu les deux différemment et c'est un petit peu moins délétère pour le périnée. Mais dans tous les cas, le geste qui sera le mieux réalisé, c'est celui qui est fait par le praticien le plus expérimenté. Donc, effectivement, il se peut qu'ici, vous vous retrouviez avec un forceps qui soit très bien fait, parce que justement, vous avez quelqu'un qui arrive d'une autre région pour les vacances et que lui, par contre, il maîtrise son forceps. Ou alors, ici, on a des gens aussi, quand ça marche pas en ventouse, le bébé, il a plein de cheveux sur la tête, on n'arrive pas à faire ventouse. On n'aura peut-être pas le cas par ici, mais c'est méchant parce que c'est même pas vrai en plus. Non, je mets sur les côtés.
Oui, en ce moment, mais des fois, tu as visite, tu Ouais, tombes. là, c'est les vacances. Même là-bas. Moi, j'avais pas beaucoup de cheveux jusqu'à il y a un an et demi. Ah, donc il y a peut-être du potentiel. Mais les petits blacks, ils ont souvent les petits blacks, enfin tous les typages un peu ethniques, ils ont tendance à avoir beaucoup de cheveux et les ventouses, elles vont tous pas très très bien. Et donc du coup, des fois, on est obligé de changer d'instrument ou d'adapter un petit peu plus. Mais souvent, s'il y a deux trois lâchages de ventouses, au bout d'un moment, au lieu de faire une grosse bosse au bébé, on va faire plutôt un forceps, ce serait moins délétère. Euh, Bon, voilà un petit peu pour parler rapidement des instruments. On revient par là. Donc notre bébé, il est effectivement juste derrière la vulve, là, tranquillement, il attend sagement. Voilà, donc on vous met allongé sur le dos, les quatre fers en l'air. Pour celles qui auront la péridurale et parfois même celles qui ne l'auront pas, souvent on vous fait un sondage urinaire, mais normalement sans le péri, on sait très bien que si on vous fait ce genre de truc, vous allez nous mordre. Donc normalement on ne fait pas, mais c'est-à-dire qu'en fait la vessie elle est juste devant ici, là, elle pourrait un peu gêner la descente du bébé. Donc, comme en plus on vous perfuse en continu, hein, du sérum physio un peu amélioré, et ben vous allez avoir la vessie qui se remplit et vous n'êtes pas capable de faire pipi comme je disais. Donc du coup, on va devoir vider la vessie, donc avec un petit tube. Hein, ça peut se faire, c'est un geste qui peut se faire même sans péridurale. Hein. C'est pas très agréable. On va trifouiller près de votre clitoris, hein, clairement. Mais du coup, c'est pas quelque chose de douloureux. On fait une petite toilette à la bétadine, on vide la vessie dans un grand sac en plastique là, et puis après on dit c'est bon, je suis installée, vous pouvez pousser quand vous voulez. Alors des fois la contraction arrive, la vessie n'est même pas finie d'être vidée, on voit le bébé qui fait bleu, qui avance là de, voilà, ça des fois ça glisse bien. Le sondage urinaire, bah, on aime bien que ce soit, parce que des fois la vessie elle se remplit vide, donc on le fait juste avant l'accouchement, quoi. Ou alors si ça a été fait dans la dernière heure, ouais, on le refait pas, mais c'est quasi systématique, ouais. En tout cas, avec péridurale, c'est. Ah ouais, avec péri, c'est assez systématique d'aller faire un sondage urinaire avant. Parce que de toute façon, vous avez pas de douleur. Donc, en fait, oui, on peut le faire. Et ça évite aussi que la vessie soit trop étirée et se retrouve avec un claquage de vessie ou une élongation, tu vois. Et qui fait qu'après, du coup, vous avez du mal à avoir vos sensations de vessie pleine, vessie vide. Donc, ça aussi, ça casse un peu les pieds, quoi. Donc, bon, ça peut se comprendre. Moi, c'est le truc que je pratique pas du tout, hein, mais voilà, ça peut se comprendre. J'ai des sondes urinaires dans la caisse, si jamais il faut. Mais c'est plus en cas d'hémorragie de la délivrance que effectivement je suis amenée à faire ça pour que justement l'utérus se contracte bien. Bref, notre bébé il descend, il descend, il descend. Il se retrouve. Alors à chaque contraction, vous pouvez l'encourager à descendre encore un peu plus. Hein, on verra la pousser dans notre cours posture. Et il va se retrouver ici, là, au coin le plus étroit. Et souvent, quand il est là, même avec la grande dimension, on commence vraiment à avoir la vulve qui commence à s'entrouvrir. Hop, je vais lâcher mon bassin parce qu'il n'y a plus trop d'intérêt. Mais voilà, vous allez vraiment avoir hop, la vulve qui s'entrouvre, et puis ça repart en arrière à la contraction, enfin entre deux contractions. La contraction d'après, vous en avez encore un petit peu plus, et hop, ça repart. C'est normal. Des fois, on me dit ah non, j'ai une ventouse parce qu'ils faisaient le yo-yo. Ils font tous le yo-yo. Ils font tous le yo, c'est juste une histoire de patience. Donc les ventouses, des fois, faites un peu rapidement comme ça me saoule. Oui, il faut laisser le temps au temps. Oui, des fois, il faut plus d'une demi-heure de pousser. Vous allez avoir l'impression que ça prend 10 plombs pour la voir jusque-là. Mais après, effectivement, attends, peut-être je suis un peu généreuse, jusque-là. Voilà. Et après, en 3 contractions, le bébé, il est dehors. Donc oui, c'est long. Mais c'est aussi pour votre bien, pour votre périnée. Et que ce soit progressif aussi pour le bébé, que ce soit pas trop violent. Donc ouais, ça prend un petit peu de temps. Mais ça évite aussi un peu les déchirures. Donc effectivement, à chaque contraction, il va descendre un petit peu plus. Il va remonter, ainsi de suite. Et puis à un moment donné, où il va rester là et il va plus bouger. C'est là qu'on dit que le bébé, il est bloqué. Mais c'est pas parce qu'il est bloqué qu'il veut plus descendre, c'est au contraire, il est bloqué, il remontera plus. Et c'est pour ça que je vous dis qu'après, l'accouchement, il est terminé en 3-4 contractions, parce qu'après, comme il ne peut plus aller en arrière, il ne peut plus aller que de l'avant. Et après, c'est très pratique. Donc là, on dit que c'est le petit couronnement. Alors là, à partir de là, il y a aussi une autre sensation, hein, un petit truc nouveau, là, généralement. Ouais, il imagine bien. Il est empathique, cet homme-là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tire, ça fait mal. Le cercle de feu. On sent l'anneau vulvaire qui brûle. Quand c'est le premier bébé, généralement, en plus, il y a l'hymen, qui est le reste de l'hymen qui finit de se rompre à ce moment-là. C'est vraiment souvent, mais le périnée est souple, le machin, ça avance bien, tout ça. Il y a un truc qui retient, c'est l'hymen, hein, c'est les boules. Mais effectivement, l'hymen finit vraiment de se rompre au premier bébé. Et après, effectivement, bah, des fois, justement, c'est là que ça file et que ça fait des déchirures, parce qu'il n'y a pas que l'hymen qui se rompt. Une fois que ça commence à se déchirer, ça se déchire un peu plus. Donc c'est là que le massage périnéal, tout ça, on en parle sur le cours d'après, mais ça peut aider à assouplir le périnée et éviter que ça se déchire. Mais n'hésitez pas à aller masser votre hymen. Faites-le à dossier. Donc on a petit couronnement ici, ça crame, ça crame, ça crame, ça crame, ça continue à avancer, ça crame. Là on a au grand couronnement et là promis vraiment à la contraction d'après, s'il n'était pas déjà sorti, cette fois-ci il sort.
On va avoir le périnée qui parcourt hop, tout l'avant du visage, machin. On va voir les yeux et tout apparaître. Et là, hop, le bébé, il a déplié sa tête. Là, je vous rappelle, ici, il y avait la symphyse, là, le bassin. Hop, 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 hop. On a tout comme ça qui se dégage. Des fois, on a déjà le bébé et on voit qu'il commence à essayer de faire ouin, non, et t'as encore la cage thoracique complètement compressée derrière dans le bassin, je te rappelle. Des fois, on voit ils essaient de miauler, là, un peu. Alors, des fois, on met un petit coup de compresse pour éliminer le liquide amniotique, là, qui passe un peu. Et après, généralement, il peut y avoir une pause, là, parce que, hop, la contraction, elle est terminée, hein, pour faire tout ça. Et on peut attendre la contraction suivante. On peut se permettre d'attendre jusqu'à 4 minutes entre la tête et les épaules. C'est très dur, nous, en tant que sage-femme. On a beaucoup de mal, puis en plus, on compatit, parce que vous avez quand même la vulve grande ouverte, c'est quand même... Alors, je pense que c'est moins pire ici que quand c'est vraiment ici, mais quand même, hein, c'est pas très agréable. Ou soit, des fois, on arrive à faire la tête et les épaules sur la même contraction. Des fois, la contraction est tellement longue, ou alors la sortie de la tête était assez rapide. Donc, ça fait... Et puis, à la fin de la contraction, sur la troisième poussée, il y a l'épaule, il y a la suite, tout ça qui sort. Donc, effectivement, on va avoir notre bébé qui va sortir assez verticalement à ce niveau-là. Mais effectivement, au niveau des épaules, après, dès qu'il a la tête dehors, il va se remettre un petit peu en diagonale. Alors, attends, il était comme ça, on avait dit. Plutôt comme ça, pour la plupart, on va dire. Et après, effectivement, on va avoir la contraction d'après. Et nous, on va les emmener vers vos fesses, hein, vers votre coccyx, pour bien faire sortir l'épaule antérieure. C'est celle qui sera la plus facile à dégager parce qu'il n'y a plus de bassin. Et après, un truc comme ça. Et vous pouvez sentir, hein, vous faites des fois un peu non, pas le ballon de rugby non plus, mais un peu le dauphin, quoi. Dans le bassin. Il y a vraiment des couillons. Donc du coup, effectivement, voilà, vous pouvez sentir pour essayer de limiter effectivement ce passage dans le bassin et cette extension du périnée, les petits mouvements de va-et-vient comme ça. Mais c'est assez musclé quand même, hein, d'aller sortir un bébé. Normalement, vous pouvez le faire, enfin voilà, sans toucher les mains, sans rien. Nous, à côté, c'est toujours difficile de me rester les mains dans les poches. J'essaye le plus possible, ou alors des fois, je te donne la main au papa, comme ça, moi, je suis sûre de pas trop intervenir. Ça dépend s'ils sont flippés ou pas. Voilà, s'ils ont envie aussi, hein, parce que des fois, ils sont pas flippés, mais ils ont juste envie. On le fait à quatre mains, souvent on fait la tête ensemble, et puis c'est vrai que derrière, pour les épaules, souvent, il faut y aller un petit peu fort, hein. Vous avez le droit de rajouter un coup de poussée pour les épaules, parce que voilà. Il faut y aller un petit peu costaud quand même. On ne va pas attendre trop au-delà des 4 minutes non plus, hein. Il se peut qu'il y ait des déchirures qui sont juste sur l'épaule. Au niveau de la tête, on sent qu'il ne s'est rien passé, que c'était tout nickel, et que c'est avec l'épaule que ça rentre. Bon, t'as pas de bol. Souvent, c'est quand même des déchirures qui sont assez mineures, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une déchirure qui touchait le sphincter anal, mais souvent ça se fait assez bien. On parle peut-être encore sur le rétablissement après. Il nous reste 5 minutes. Donc on arrive à peu près au bout. Notre bébé il est dehors. Il nous reste juste quand même un truc, hein, une petite formalité, un petit placenta. Donc on va garder nos 5 minutes pour ça. Mais voilà, globalement, il fait comme ça progressivement, une épaule puis l'autre. Et puis après, franchement, il n'y a plus rien. Après, ça fait savonnette, hein. Vous sentez vraiment un truc unique qui vous arrivera que 2-3 fois dans votre vie. Cette espèce de sensation de truc chaud, liquide, visqueux qui sort de votre petit corps. Et on l'attrape au vol. Et donc, du coup, ce bébé, effectivement, on va le poser sur votre ventre. Puis après, il va y avoir encore un truc là. C'est que vous allez avoir le cordon qui est relié au bébé. Normal, hein. On va le laisser quand même une bonne minute encore à battre, hein, parce que, effectivement, le cœur de votre bébé va battre et pomper le sang qui lui appartient encore au niveau du placenta. Je vous ai dit qu'il y avait quand même encore pas mal de son sang à lui au niveau du placenta. Donc, pour moi, c'est super important de laisser battre le cœur et de ne pas procéder tout de suite au clampage et à la délivrance. Là. Alors, ils disent oui, une minute, c'est bon, c'est assez. Ouais, mais en fait, on a le temps. En fait. Quand ça se passe bien, on voit tout de suite si ça veut saigner ou pas, ou de toute façon, on a le temps. Donc moi, quand je mets souvent une main sur l'utérus, je vois que c'est super tonique, je vous laisse tranquille prendre connaissance de votre bébé, faire ce premier regard, là, qu'on ne devrait absolument pas perturber. Généralement, le cordon cesse de battre pendant ce temps-là, ou alors, de toute façon, le placenta est décollé, donc c'est juste le cœur du bébé, le reflet du cœur du bébé dans le cordon. Et en fait, il va pomper son sang. Moi, ma priorité, c'est comme celle en maternité, hein, je ne suis pas négligente pour autant. Je veux que ce placenta, il sorte quand même relativement vite. Mais c'est pas pour autant que je vais aller couper le cordon. Parce que eux, en mater, ils font toujours naissance, cordon, délivrance, alors que moi, ça peut m'arriver de faire naissance, cordon, délivrance. Ou alors, si je sens que le placenta il est décollé très rapidement, mais qu'il y a encore plein de sang dans le cordon, je le vois, hein, le cordon il blanchit en fait quand les vaisseaux sanguins ils sont vides. Et ben je me dis, bon bah écoute, t'es suffisamment mobile, en plus maintenant j'ai la combine. Vous accouchez dans l'eau, je mets 2 à l'aise à la sortie façon tapis de bain au lieu d'une. Vous sortez, alors souvent c'est ça, au fait, faut s'y attendre déjà, il y a aussi un truc d'abord, faut s'y attendre, je vous ai dit, il sort par les fesses, là, par derrière. Je ne vais pas le remettre dans l'eau après pour vous le passer devant le bébé. Donc il faut s'attendre à devoir faire le grand écart pour passer au-dessus du bébé avec votre jambe, pour que je puisse vous le donner. Voilà, donc déjà, il y a ça à anticiper.
Après, vous avez le cordon sur la vulve, ça continue à brûler et à piquer jusqu'à ce que ce soit, voilà, qu'on vous l'enlève. Et après, effectivement, souvent assez rapidement quand même, je préfère faire la délivrance sur la terre ferme hein, quand même, parce qu'après dans la piscine, ça fait plein de sens, ça peut faire un peu flipper. Et après, donc du coup, assez rapidement, une fois que vous avez fait votre premier câlin, je vous laisse quelques minutes ensemble. Et après, souvent, je vous fais tenir le bébé dans les bras. On vous aide à vous relever. Il faut s'y attendre. Je mets la main entre les jambes pour éviter que le placenta se casse la gueule parce que, étant proportionnel au poids du bébé, une fois j'ai eu un bébé de 2,6 kg, 2,8 kg, la dame s'est relevée, blam, le placenta il s'est cassé la gueule. Heureusement, ça c'est pas, le cordon s'est pas rompu, mais ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu. Ouais, et c'est l'hémorragie du bébé, quoi. Évidemment, ça va être au nombril que ça va se casser, ça va pas être près du placenta. Donc du coup, effectivement, et on sort assez rapidement de la baignoire. Vous mettez accroupi sur les alaises que j'ai mis. Par la gravité, généralement, le placenta, il vient tout de suite, enfin, très rapidement. Moi, je vous le guide un peu, je pense que les membranes, elles viennent bien. Hop, on emballe tout dans la première alaise. Et à part avec la deuxième entre les jambes et la première alaise avec le placenta dedans contre le bébé. Et après, on va se mettre sur le canapé. Ou le matelas par terre, ou dans votre lit, ou ce qu'on appelle. Voilà. Mais effectivement, ça m'arrive de faire la délivrance, du coup, sans avoir à couper le cordon, parce qu'on l'a fait accroupi. Et c'est parce que je suis pas très à l'aise. En fait, ça glisse, quoi. C'est hyper glissant. Du coup, j'arrive pas à tracter dessus, donc je le fais par la gravité, je le guide à peine, en fait. Et sinon, on ne tire pas dessus, on laisse bien. C'est ça aussi l'intérêt que je ne touche pas tout de suite. C'est que moi, je suis sûre que toutes les parties derrière le placenta se sont bien dévelcroisées, déscratchées, et que du coup, on ne va pas laisser des morceaux à l'intérieur parce qu'on est allé trop vite. Donc, prendre le temps, c'est cette grande contraction, que ça se décolle et tout, ouais, ça décolle tout. Et ben comme ça, après, on est tranquille. Normalement, j'ai pas de reste dedans. Je pense que j'ai jamais eu de délivrance où il restait des morceaux de placenta. Même sur les hémorragies que j'ai eues, à chaque fois, c'était l'utérus qui voulait plus contracter. Il n'a jamais été un morceau de placenta. Ils n'ont jamais rien trouvé sur les 2-3 hémorragies que j'ai eues. Enfin non, je transfère une seule hémorragie d'ailleurs. Si effectivement un morceau de placenta ou de membrane reste dedans, c'est pour ça qu'il faut faire super gaffe à la délivrance. Quelque part, la naissance, c'est une formalité pour nous. Pour vous, non. Parce qu'on sait qu'en fait, on sait si le bébé va aller bien ou pas, vu qu'on écoute son cœur en continu. Donc on sait quoi faire. Placenta, on sait jamais comment ça va se passer. Donc il faut y aller toujours un peu précautionneusement. Et c'est comme pour le travail, moins on intervient, mieux ça se passe. On lui laisse le temps de se décoller. Une fois on fait nos petits tests, hein, on peut mobiliser un petit peu. Alors ça, c'est pas très agréable non plus. Hein. Vous avez effectivement le cordon qui est toujours là. Bon, après en inter, souvent, on a mis les deux pinces et on a coupé, donc ça pendouille après de l'autre côté de la vulve. Et après, on a des petits mouvements. En fait, on va appuyer juste au-dessus de la symphyse, là, juste au-dessus du bassin, au fond utérin. Et si on voit que le cordon, il bouge pas, c'est que le placenta, hop, il est complètement décollé, il est tout en bas maintenant et voilà, il faut procéder à la sortie. En fait, il y a juste le col, qui est toujours très souple, hein, mais qui est revenu devant. Et du coup, il va falloir quand même un petit peu le guider vers l'extérieur. Comme il n'y a pas la gravité qui joue si vous êtes allongé sur le dos, il faut qu'on le guide un petit peu. Donc c'est pas tirer dessus, mais c'est le guider, quoi, on va dire. Mais le guider un petit peu plus fermement que si vous étiez vertical, hein, forcément. Et donc du coup, ben voilà, avec la pince qu'on a mis, on va un peu le tracter. Donc là, c'est pas évident. Ça va être partout. Dans la réalité, c'est un peu plus simple quand même. Hein, ça glisse aussi un peu. Hop, 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 on fait des petits mouvements de haut en bas. Il sort pas non plus comme ça en boulet de canon. Souvent, ça fait vous sentez au niveau de la vulve, ça se récarde à nouveau. Et derrière, il y a les membranes en plus qui se retournent en doigts de gants autour du placenta. Au final, c'est le cordon qu'on voit en premier. Hop, hop, hop. Et là, après, on est hyper attentif hein, pour que justement les membranes, elles suivent bien. Vous avez dit, elles sont super fragiles. Il ne faut pas qu'elles se déchirent, qu'on en laisse des morceaux à l'intérieur. Donc du coup, on y va tout pour que ça suive, quoi. Voilà. Et après, terminé. L'accouchement est en train de terminer. Donc la phase 3 du travail, c'est la délivrance. Et ça porte extrêmement bien son nom quand on n'a pas de péri et qu'on est enfin délivré. En espèce d'un sentiment de ah putain, qu'est-ce que ça va mieux. Parce qu'en fait, ça continue les contractions, quoi. Il y a un truc qui résiste, ça gêne, donc la contraction reste encore un peu forte, quoi. C'est pas très agréable. Et souvent, c'est surtout quand c'est le deuxième ou troisième où vraiment c'est puissant. On sent que ça gêne et que ça fait mal. Et que c'est vraiment déjà les contractions utérines, les tranchées assez puissantes. Et j'ai une maman, c'était son premier, qui a accouché divinement bien, qui me disait Virginie, je sens que ça contracte là, faut faire quelque chose. Ah bon, on est déjà. Je l'avais à peine sorti de la baignoire. Bon, bah, ok, écoute, voilà, on va faire la délivrance, quoi. Et elle m'a dit juste après ah, c'est mieux. Donc, promis, ça fait du bien. Il y a encore un petit moment relou à passer parce qu'après, il va falloir que je vous examine la vulve, voir s'il y a des dégâts et tout, il y a un peu de suture à faire, de suture. Et après, promis, terminé, on ne vous embête pas. Si suture il y a, que vous avez accouché avec ou sans péri,
promis, on met des anesthésiques locaux. On en a plein les tiroirs. Alors, un peu moins en ce moment, parce qu'en dehors de l'hôpital, il y a des pénuries sur la xylo injectable. Mais j'ai un gel buccal et j'ai un spray, surtout le spray xylo, c'est très très bien. Ça vous anesthésie franchement bien. Quand vous avez les yeux dans les yeux avec votre bébé, vous pensez plus rarement à ce qui se passe en bas. Vu ce qui vient de se passer, un peu plus, un peu moins. Oh, voilà. Les points sur le vagin, en tout cas, ils font pas mal. C'est plus sur la peau, ça peut commencer à être plus douloureux. Mais ça, c'est pour après. Ne faites pas cette tête. Voilà, c'est pour le cours sur le rétablissement. Mais voilà, du coup, en gros, l'accouchement, on est allé de A à Z. On a décortiqué toutes les phases. Donc voilà, phase latence, où on fait sa vie, phase de travail actif, où vraiment, généralement, on est centré sur notre accouchement, on ne peut plus rien faire d'autre. Donc à part boire un coup de temps en temps, respirer, se laisser faire, se laisser porter, complètement avachi sur un ballon, par exemple. Après, tout reste jusqu'à la fin, c'est à peu près pareil. Phase de voilà, la rupture de la poche des os vers 8-10 cm, le relâchement, le repos, la désespérance. Promis, après, ça se remet un peu actif comme ça se rapproche des contractions. Généralement, c'est le bon moment pour pousser. Une fois qu'il est sorti, Dans la minute. Il y en a qui mettent effectivement une bonne minute, voire plus, hein, mais ceux-là, on les aide du coup. Dans 2 salles d'une minute, normalement, on n'a pas besoin d'intervenir, à part effectivement le stimuler un peu, le sécher, vérifier qu'il est bien en tonique, qu'il commence à se tonifier. Il y en a qui font presque pas de bruit, il y en a qui clairement ne crient pas. Si là, il fait bien chaud dans la pièce, qu'il n'y a pas de choc thermique, en particulier moi, ceux qui naissent dans l'eau, là, ceux-là, tu les mets contre maman. Soit je mets tout de suite une serviette sur tout le monde pour garder le chaud, qu'il n'y ait pas de courant d'air, bonnet sur la tête, ou alors je mets la serviette juste sur la tête. Ils sont au chaud, ils sont contre maman. Ils se rendent même pas compte qu'ils sont sortis des fois. J'en ai vraiment eu une en décembre 2020. C'était vraiment du coup mes premiers accouchements. Et c'est elle qui a inauguré ma piscine. Elle voulait absolument accoucher dans l'eau. J'ai fini par acheter la piscine juste pour elle. Hein. Et parce que les doulas devaient le faire. Finalement, elles ne se sont jamais entendues pour faire la dépense, hein, évidemment. Donc c'est moi qui ai fait la dépense et c'est moi qui loue ma piscine maintenant. Et du coup, ce bébé était extrêmement calme. Elle est sortie. On voyait bien qu'elle rosissait et qu'elle respirait. Hein. Je voyais sa poitrine qui soulevait, mais il n'y avait pas un bruit, quoi. Je me suis dit, merde, c'est pas rendu compte. C'est pas rendu compte. Et pour les parents, j'ai fini par me dire, attends, je l'éloigne de toi, qu'il y a un petit courant d'air. Elle a tout de suite fait, et je l'ai remis sur maman et ça a convenu à tout le monde. Et j'ai des copains là qui ont accouché il y a pile un an à domicile inopinément. Ils ont appelé le SAMU. Ils ont dit, oui, on veut une équipe. Putain, ils m'ont raccroché à la gueule, qu'est-ce que je fais? Ils rappellent, non, mais ils sont partis, hein, c'est bon. Hein. Putain, il y a toujours personne. Il fait, putain, qu'est-ce que je fais? J'appelle Virginie, ils habitent à côté à 10 minutes de chez moi. Et puis, j'ai mis 10 minutes, j'ai mis quelques minutes à comprendre qu'ils ne me faisaient pas une blague. Et j'ai fini par dire, ok, tu sais, j'entends la contraction suivante qui démarre derrière. Je fais, oh putain, en fait, c'est une contraction d'expulsion. Hein. Je lâche tout ce que je fais, je commence à mettre mes godasses. Il me rappelle, je fais, putain, s'il me rappelle, c'est que c'est mon bébé. Donc, effectivement, il m'a rappelé, j'étais à peine le cul dans ma voiture. Et il me dit, ah, mais il crie, tout va bien. Qu'est-ce que je fais? Je fais, bah, tu mets contre sa maman, tu couvres tout le monde, tu mets le bonnet. Oui, c'était juste tous les deux. Le pompier n'avait pas encore eu le temps d'arriver, puis moi, j'étais en train de commencer à arriver avec ma voiture. Et du coup, ils ont fait ça, puis je les ai gardés au téléphone jusqu'à ce que j'arrive après. Et j'étais en train de sortir de mon lotissement. Après, il me dit, mais crie pas, il crie plus. Je dis, bah, il est contre maman, oui. T'as mis une serviette, oui. Il est quelle couleur? Il est rose. Bon, tout va bien. On s'en fout, il peut y avoir un mini ouin-ouin. À partir du moment où il est contre maman, en fait, son premier besoin, c'est de se rassurer et d'avoir chaud. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont tout calmes. Donc plus naissance est calme, plus on a un bébé qui derrière, généralement, du calme, quoi. Du calme. J'en ai quelques-uns qui braillent vraiment pas mal à la maison en accouchement à domicile, mais c'est pas fréquent. Hein. Généralement, c'est des bébés ultra calmes, et longtemps, hein. Pas que le jour de la naissance. Hein. Et c'est pas parce qu'ils vont pas bien, c'est que vraiment... j'en ai une qui malheureusement a déménagé la semaine dernière et elle a accouché 2 jours après à Saint-Étienne. Oui, Karine a accouché. Mais elle m'a dit pendant longtemps, Étienne, c'était son refuge. Quand on passait les portes de la maison, il se calmait, il arrêtait de pleurer. Et jusqu'à ses 1 an à peu près. C'est fou, hein. Donc voilà, une naissance respectée, un bébé respecté, bah, c'est un bébé calme qui va bien. Et d'où le pot à pot qui derrière va être vraiment ininterrompu pour faire cette enveloppe chaude, machin. La poitrine de la maman, elle est plus chaude à la naissance que le reste du corps et que le papa. Pour réchauffer les bébés. C'est vraiment l'endroit où ils doivent être, c'est là. Et ouais, c'est fou, hein. Tout est programmé.
tout est optimisé sur cette histoire de membrane là où il y en a une qui est fragile, ça j'ai pas compris, mais voilà. Il y a sans doute une explication, hein. Mais c'est surtout que j'ai pas compris pourquoi il y en avait une qui était pas costaud. Si jamais il reste un morceau de placenta ou de membrane, Et ben on va mettre le bras dedans. En fait, ça saigne. Souvent, et l'utérus se contracte pas bien. Il est mou et souvent ça saigne. Enfin, dans les 2 heures, là, souvent, vous restez 2 heures en surveillance, en fait. Que ce soit moi à la maison ou à la mater, il y a toujours 2, 3 heures de surveillance. Et si les saignements paraissent un peu volumineux, on commence à se poser des questions. En mater, il faut une échographie carrément pour voir s'il n'y a pas un morceau dedans ou si c'est juste des caillots qu'il faut évacuer. Euh, et du coup, on appuie. Alors oui, tous les 15-20 minutes, on va appuyer très fort sur l'utérus pour être sûr que ce soit bien contracté et qu'il n'y ait pas trop de saignement et qu'on évacue ce qu'il y a à l'intérieur. Si jamais ça restait coincé à l'intérieur des caillots, ça pourrait limiter cette contraction utérine justement, donc augmenter le problème. C'est rare que juste comme ça, en appuyant, on ait des bouts de caillots qui sortent, hein. Après, des fois, on a des tout petits morceaux de placenta ou de membrane, hein, qui font que c'est pas gênant. La femme, elle a un utérus qui se contracte correctement, elle fait pas d'hémorragie, le bébé va bien, la mise en place de l'allaitement se passe bien aussi. Je vous ai dit que des fois, c'est un allaitement merdique, c'était un morceau de membrane ou de caillot de placenta qui pouvait rester. Et ben, j'ai eu une patiente il y a un an maintenant, c'était au mois de juin, il y a un an. Elle avait déjà accouché avec moi une fois, mais malheureusement le bébé est décédé d'une mort subite à 6 semaines. Elle a été à nouveau assez rapidement enceinte, hein, et financièrement, on se payer 2 AAD à la suite, c'était un peu compliqué. Et puis, tu sais, c'est un gars qui bosse chez Constellium. Je devrais pas le dire, mais ouais. Et maintenant, il bosse chez Constellium. Et, et hein, vous avez mené l'enquête. Ouais, c'était et donc, du coup, cette fois-ci, lui, il se sentait pas rassuré. Il avait besoin qu'elle accouche en mater. Machin, c'était moins d'1 an après. Enfin, non, c'était pile 1 an après, en plus. Donc voilà, le bébé était prévu aussi au mois de juin et elle a accouché en mater. Par contre, elle avait négocié une sortie ultra précoce. Donc elle est sortie, je crois qu'elle a dormi, elle a fini sa nuit, puis elle est sortie le lendemain matin. Et puis moi, je me dis, bah, pas de souci. Moi, enfin, voilà, bien sûr, je te dois ça. Enfin, vous habitez pas très loin de Sauxillange et tout, là, de l'histoire. Et donc j'étais allée la voir le lendemain, puis je trouve un utérus qui est quand même assez volumineux. Alors c'est son quatrième bébé. C'est pas normal à J2, J3, un utérus, il est déjà bien rétracté, surtout une femme voilà, qui allait, machin. Donc bon, je trouve un utérus gros, mais les saignements, ça va, machin, tout se passe bien. Et avant ma visite du lendemain, parce que j'avais prévu de venir tous les jours, hein, du coup, elle m'envoie des messages. Virginie, franchement, les tranchées, là, elles sont vraiment fortes, elles sont douloureuses. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui sort, quoi. Ok. De toute façon, je viens tout à l'heure, pas de problème, il n'y a pas de saignement. Ok, rien de particulier, je viens. Je viens tout à l'heure. Quand je viens, j'examine, je vois rien de spécial. Un utérus qui, cette fois-ci, était rentré dans la norme, en termes de taille par rapport au jour où on était. Elle me dit, mais si, tu vois pas un truc et tout. Puis elle commence à écarter un peu les lèvres pour moi. Puis je regarde, je fais, oh putain, ouais, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est? On aurait une troisième lèvre où je me suis dit, une déchirure qui est passée inaperçue. Et non, en fait, non, c'était un truc rouge, rose. Puis je commence à. Ah, tu sais, évidemment, je suis tombée sur un morceau de membrane. Mais un gros morceau, une fois que je l'avais déplissé, j'ai fait une photo, hein. J'ai la main de la dame qui est plus petite que le morceau de membrane. Ils avaient laissé ça dedans. Et les 2 feuillets, hein. Les 2 feuillets, j'avais, hein. Et plus un deuxième morceau qui était plus petit avec un morceau de placenta avec. Donc l'utérus lui-même l'a poussé dehors en contractant plus fort que la normale parce qu'il est rencontré un obstacle, donc il a forcé pour le faire sortir. Et effectivement, je me suis retrouvée avec ce morceau de membrane énorme à la maison. Et son mec, il n'était pas là à ce moment-là et tout. Et donc, j'avais examiné toute seule et tout, puis je m'étais occupée du bébé et tout. Et le mec revient, et on lui explique ça, on lui monte dans la laise, et elle dit putain, laisse tomber, mais plus jamais tu réaccouches à Histoire. Pourtant, ils sont très très bien à Histoire, puis c'est eux aussi qui l'ont laissé sortir tôt. Il me dit laisse tomber, la prochaine fois c'est avec toi, hein. Et donc, bon, on verra si un jour il y a une prochaine fois, mais voilà, ce morceau de membrane. Et une fois aussi à Estin, là, j'avais une dame un peu les mêmes symptômes. Quand elle était debout, elle sentait une pesanteur, c'était douloureux, c'était gros. L'utérus n'était pas si mal rétracté que ça, l'allaitement se passait bien. Et effectivement, elle m'a dit il y a un truc qui sort, j'ai sorti un truc. Je lui avais dit, écoutez, s'il y a un truc qui sort, ne vous inquiétez pas, il y a peut-être un morceau de membrane. Et effectivement, 2 fois, elle m'a expulsé un truc. Une fois, sans moi, une fois le lendemain, quand je suis revenue, j'ai réussi à tirer sur la ficelle, mais des plus petits morceaux que ce que j'ai eu pour la première dame d'histoire. Mais voilà, ça arrive exceptionnellement, mais ça peut. Voilà, voilà. Maintenant, vous savez tout sur l'accouchement. Vous en savez autant que moi, à peu près, hein. Est-ce que ça vous va pour les révisions, les filles? C'est cool. Enfin, c'est un peu glauque, hein, mais au moins vous connaissez tout comment ça va se passer.
C'est-à-dire que sur le coup, on pourrait y aller vraiment sur la question de la douleur, du temps, mise, comment faire son nid à la maison. Voilà, ce cours, ça s'appelle douleur émotion, mais c'est le truc qui est un peu automatique de Doctolib. Sinon, moi, je l'appelle faire son nid. Comment bien faire son nid pour accoucher correctement. Que ce soit à la maison ou en maternité, son nid. Hein, faut le dire. Voilà. Ouais, c'est celui qu'on doit faire. Je pense que. Ah oui, c'est ça. Je pense que ce sera à peu près le même groupe là. On sera, à mon avis, 100% en visio. Je pense que j'aurai la flemme de venir ici. Je travaillerai pas trop. S'il y a un changement de programme, vous restez bien au taquet sur vos SMS. Parce que cette semaine-là, je reviens pour faire 2 accouchements quand même. Donc, il y a un peu des changements de programme entre mes visites, mes accouchements et tout. Voilà, mais dans cette semaine-là, il y aura ce cours. Voilà. Et je crois qu'on fait le postpartum. J'avais oublié le programme, je crois qu'on le fait en septembre. On le fait après pour le coup. D'habitude, je le fais juste après ce cours-là. Je crois que je l'avais oublié, donc mais je l'ai mis en septembre parce que c'est moins urgent. Voilà. Bon, pas que glauque, pas que cool ce cours, un peu glauque, mais au moins il est scientifique. Ouais, c'est ça. Hein. Allez les filles, je coupe l'enregistrement, puis après je couperai tout court. Hein. J'espère que vous avez passé quand même un moment pas trop dégueu.